La méditation peut-elle nous rendre plus heureux? Dan Harris, dans son livre « Comment je suis devenu 10% plus heureux », en fait son éloge. Présentateur de télévision aux États-Unis, il vit à 100 à l'heure. Et sa dope, pour tenir le coup, c'est la coke. Jusqu'au jour où sa vie bascule et sa prise de conscience irréfutable, changer ou mourir. La méditation est souvent illustrée comme une assise en position de lotus, parfois inconfortable, et appartenant à une communauté d'illuminés. Si vous avez encore cette image en tête, il est temps de repenser à vos préjugés. Les neurosciences ont conduit à l'émergence d'une culture alternative d'élite, parmi lesquelles leaders, sportifs de haut niveau, personnes célèbres ou encore des corps de l'armée, utilisent la méditation pour améliorer leur concentration, leur potentiel, réactiver leur intuition et penser juste, comme j'aime à le répéter. Utilisant cette technique ancestrale comme régulateur d'émotions. La méditation existe sous différents formats, du plus novice au plus aguerri, sous forme guidée ou autonome, conscientisée ou dans le lâcher-prise. Industrie d'un bonheur marketing aux préceptes religieux ou réel avancement scientifique. Les deux, mon capitaine. Dans chaque courant pseudo-innovant, la méditation existe sous sa forme dite moderne, par les préceptes enseignés par le Bouddha, 500 ans avant Jésus-Christ en Asie. Existent des parallèles scientifiques fiables et durables, validés par les neurosciences et les charlatans, surfant sur la vague prônant un bonheur assuré à coups de liasses de dollars. Des études scientifiques ont été menées dans le monde entier, une principalement par le docteur et neurologue belge Steven Larris, qui dirige le département du centre de cerveau au CHU de Liège, et également auteur de « La méditation, c'est bon pour le cerveau », avec des mesures précises, IRM structurelle et fonctionnelle, électroencéphalographie, PET scan. Démontrer que les effets positifs sur le cerveau se font ressentir dès les premières pratiques. Sans entrer dans les détails, très techniques, des milliers d'articles sont publiés sur le net. J'ai commencé à m'intéresser à l'ECM, état de conscience modifié, voici une quinzaine d'années. Suite à diverses parutions sur l'hypnose et ses bienfaits, sur les personnes dans le coma, et bien avant ceci, lors de mes voyages initiatiques en Asie. Je reviens du Cambodge, où j'ai mis en pratique la méditation quotidiennement dans des lieux magiques comme les temples d'Angkor, pour ne citer que les plus connus. Le but de la méditation, l'hypnose, que ce soit dans ma pratique professionnelle ou personnelle, est surtout de calmer notre dialogue intérieur, nos réactions émotionnelles, auteur de grands 8 permanents, identifier nos manques permanents, satisfaction, attente, insécurité, amour. Constater un problème, c'est agir en conséquence, créer de l'espace en soi pour accueillir et comprendre plutôt que réagir. La méditation, ce n'est ni contrôler, ni une perte de contrôle. C'est accepter ce qui vient, sans jugement, et y répondre avec discernement, donc plus justement. Par exemple, votre patron vous passe un savon, vous lui en voulez, les émotions négatives vous submergent, vous réagissez violemment. La situation peut dégénérer rapidement. Méditer n'évitera pas le problème, mais assurera un détachement mesurable et une action responsable. La méditation est un outil puissant pour calmer notre voix interne, appelée aussi l'ego. Vivier des jugements près d'intention, d'interprétation, préjugés, et permet de se recentrer sur l'essentiel, la positivité. Et donc, oui, elle rend plus heureux. C'est mon constat personnel et professionnel auprès de mes clients privés et en entreprise. Et vous, pratiquez-vous la méditation, l'hypnose, en tant que praticien ou
personnellement? L'avez-vous testé en entreprise? Quels sont vos témoignages et expériences? Je vous invite à mettre vos commentaires en bas de la page et je vous remercie de votre attention.